Monsieur Hénat. Oui, oui, oui. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Nancy. Je pense que le maire vous accueillera officiellement dans cette ville et à la mairie ce soir, je crois. Mais donc je le fais par anticipation. Simplement pour dire, Monsieur le Président, que vous avez évoqué deux choses dans votre propos qui, c'est vrai, marquent la société française d'aujourd'hui. Vous avez évoqué une certaine sinistrose, un empilement de doutes et de peurs, et puis vous avez évoqué quand même des projets collectifs, d'une ambition pour la nation. Sur les doutes et les peurs, je crois que vous êtes à la croisée, vous, de la plupart des doutes et des peurs qui s'expriment chez nos concitoyens. D'abord, si vous travaillez sur l'innovation, sur l'industrie, forcément, vous êtes confronté, mais comme un élément de votre quotidien quasiment, aux données de la mondialisation, données que nos concitoyens n'ont pas toujours mesurées, appréciées, intégrées, tant parfois il y a une schizophrénie entre le consommateur et ses choix derrière le caddie et le salarié, le représentant syndical et ses revendications ou ses souhaits en matière de politique publique dans le domaine de l'économie et de l'industrie. Alors vous êtes en Lorraine justement sur un territoire où on vit cette ambiguïté, puisque à quelques jours d'intervalle, il y a eu la confirmation de la fermeture partielle, de la restructuration partielle du site de Gandrange, concerné par, vous le savez, je pense, l'évolution du groupe ArcelorMittal. Et puis en même temps, l'annonce par PSA de la possibilité, toujours en Lorraine, de l'ouverture d'une nouvelle usine sur son site mosellan, avec derrière 500 emplois directs, plusieurs centaines d'emplois indirects et en sous-traitance. Ce qui prouve que votre sujet est le seul sujet pour sortir des doutes qu'ont les Français sur leur économie, sur leur industrie à l'heure de la mondialisation. Vouloir garder ce qu'on a et ne pas s'intéresser à ce qu'on pourrait avoir, c'est hélas quelque chose qui, à la fin, finit par provoquer la disparition du secteur économique. Moi, j'ai été à titre personnel marqué, parce que mon grand-père était ouvrier chez Usinor, par les discours politiques de gauche et de droite qui se sont succédés aux ouvriers qui étaient inquiets dans la sidérurgie du PIO sur le thème « vous inquiétez pas, ça ne bougera pas, ça ne changera pas ». Puis pourtant, voilà, les choses s'organisaient autrement à l'échelle de la planète pour exploiter les minerais, le charbon, pour transformer ces matières premières, pour les vendre. Et puis petit à petit, la mondialisation étant là, la France s'est retrouvée dans un marché de plus en plus vaste, avec de plus en plus de concurrents qui payaient des salaires de moins en moins chers et dans des réglementations de moins en moins complexes pour faire des métiers qui restaient pénibles. Puis d'un seul coup, le château de cartes s'est effondré parce qu'il n'y avait plus d'argent pour renflouer. Et à côté de ça, on n'a pas anticipé les mutations économiques. On n'a pas fait les évolutions qui auraient dû se faire et pu se faire à ce moment-là. On n'a pas écouté, pourtant, des personnes qui, déjà à l'époque, proposaient des voies d'innovation, de changement et de mutation. Moi, je l'ai vécu à petite échelle dans ma circonscription. Je préfère prendre des éléments concrets juste pour vous dire comment l'élu voit votre initiative, ce que vous êtes et ce qu'on attend de vous, parce qu'on attend beaucoup de choses de vous. Dans ma circonscription, pas loin de Nancy, le groupe Clarion a installé une unité. Clarion, vous savez, ils font des autoradios. À un moment donné, Clarion a trouvé qu'en France, pour assembler de manière complètement mécanique, systématique, toujours de la même façon, le même modèle d'autoradio, c'était cher payé. Et ils l'ont compris, les cadres et les ouvriers de Nancy l'ont compris 3 ou 4 ou 5 ans avant qu'intervienne vraiment la décision économique. Et ils ont anticipé une évolution de l'usine pour prendre une autre place dans le groupe, tout ce qui est sous-traitance de certains produits rares et tout ce qui est surtout service après-vente, intervention sous 24 heures, pour l'ensemble de l'Europe. Et de la grande Europe, c'est-à-dire pas celle qui était à l'époque à 15, celle qui est aujourd'hui à 27. Et ils l'ont fait en transformant les compétences du personnel, en les faisant évoluer, en ayant un plan d'action à 3 ans. Et aujourd'hui, l'usine est toujours là, elle n'a pas perdu d'ouvriers, elle commence même à en recruter en surnombre par rapport à ce qu'étaient les effectifs de l'époque, d'avant la transformation. Et le siège européen s'installe à Nancy pour le groupe Clarion. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est que voilà, dans l'exercice de mes mandats ou dans ma vie personnelle, moi j'ai vu les deux choses. La négation d'évolution, le fait que l'innovation passait après les inquiétudes et le fait de garder ce qu'on avait, puis de l'autre côté, le fait de regarder les choses en face, mais de rechercher des voies d'innovation et de se dire qu'évidemment, la souveraineté économique d'un pays, c'est de garder une complétude. Donc évidemment, on voit aujourd'hui que c'est bien d'avoir gardé de l'agriculture, et je pense qu'on verra toujours que c'est bien de garder de l'industrie. Mais pas forcément toujours les mêmes métiers, faits de la même façon, pour les mêmes produits, avec les mêmes procédés, c'est évident aussi. Donc ces questions que vous avez, vous, sur l'innovation au sens large, l'innovation dans les produits, l'innovation des acteurs économiques qui créent les richesses, l'innovation de la pédagogie et de la formation initiale et continue, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui en tout cas mobilise beaucoup d'élus de toute sensibilité, c'est ce que je voulais vous dire. C'est d'ailleurs la raison qui fait que l'agglomération de Nancy soutient l'université. On est un territoire en compétition, nous aussi. Le Grand Nancy en compétition avec d'autres grandes villes françaises et européennes. Et on s'est aperçu dans la compétition économique que la ressource humaine était un élément déterminant. Quand il s'agit de garder
des installations françaises à Nancy, de faire venir des investisseurs français ici, ou de faire venir des investisseurs internationaux, puisque la Lorraine est la deuxième région française d'accueil d'investisseurs internationaux pour la France. La donnée ressources humaines est une donnée fondamentale. Vos enseignants, du primaire, du secondaire et du supérieur, vos chercheurs, le fait que vous couvrez toutes les disciplines, et c'est pour ça qu'on soutient tous les grands chantiers universitaires, Artem, mais aussi d'autres chantiers autour du biopôle et des sciences de la santé et du vivant, la Maison de l'Homme autour des sciences sociales, pour avoir justement cette offre complète sur le plan de l'université et de la recherche. Et on s'est aperçu que c'est là-dessus qu'on arrivait à faire émerger Nancy. C'était un peu compliqué sous l'angle de l'ensoleillement constant, c'était un petit peu compliqué sous l'angle du voisinage de la montagne et de la mer. Donc on s'est battu sur la ressource humaine, et jusqu'à maintenant, c'est ce qui a permis de porter le développement de l'agglomération. Je suis convaincu que pour des pays développés comme la France, c'est évidemment le chemin du plein emploi que les Français attendent, et c'est évidemment le chemin du maintien de notre niveau de vie, dans un monde, vous le voyez bien, qui est en croissance, avec une croissance incroyablement résistante. Moi, je trouve ça incroyable d'avoir une croissance entre 4 et 5% à l'échelle planétaire, avec une crise financière internationale, avec une crise des matières premières, notamment l'énergie et l'alimentation. Pourtant, la croissance résiste, mais elle est ailleurs. Elle est dans les pays qui ont faim, elle est dans les pays qui ont moins de richesses que nous, et évidemment, elle sera toujours plus forte là-bas qu'ici. Donc on a, nous, ce différentiel à assumer, et je crois que vous avez en grande partie, par vos démarches d'innovation, pas seulement sur les procédés, les produits, les richesses à créer, mais aussi sur la formation des gens, des hommes et des femmes, vous avez une grande partie de la clé. Je voudrais conclure mon propos simplement pour saluer aussi le monde de l'industrie, parce que dans des responsabilités passées et puis à venir bientôt à la communauté urbaine, j'ai travaillé sur les aspects de formation. Formation initiale des jeunes, formation continue d'adultes qui savent qu'ils ne feront pas toute leur vie le même métier de la même façon dans le même employeur, mais qui en même temps se disent comment je vais faire pour assumer ce changement. Et j'ai pu toucher du doigt le défaut d'alternance et de professionnalisation dans notre système de formation générale et dans le système initial en particulier. Et donc je voulais simplement saluer, dans le monde des écoles d'ingénieurs, dans le monde des lycées, comme le RITS, qui est un beau CFA, enfin une belle UFA d'un CFA, saluer votre défense de l'apprentissage et des formations en alternance, votre sens de la formation continue. C'est vrai aussi d'ailleurs du secteur industriel. L'UMM est connu dans une actualité présente pour d'autres choses que ses grandes capacités en matière d'alternance, et je préfère en retenir ses grandes capacités en matière d'alternance. Mais c'est quelque chose d'essentiel. Le mal français est là aussi, j'en terminerai par là, par deux chiffres, parce que moi il m'avait marqué, et je les transmets toujours pour qu'on garde la foi sur ce sujet-là, et qu'on soit conscient des progrès qui nous restent à accomplir. C'est le taux d'activité des 16-25 ans. Alors le taux d'activité, ce n'est pas le taux d'emploi. C'est les 16-25 ans qui travaillent, bien sûr, mais ils ne sont pas tous en âge de travailler, c'est normal. On peut même souhaiter que la majorité fasse des études. Et donc c'est ceux qui, dans leurs études, travaillent pendant les congés ou font des études en alternance ou professionnalisées. Le taux d'activité des 16-25 ans dans les 26 autres pays de l'Union européenne, je dis bien les 26 autres, ça inclut les nouveaux entrants, la Bulgarie, la Roumanie, oscille entre 50 et 60%. En France, il est tout juste de 25 à 30% selon les années. Alors derrière ça, vous imaginez tout ce qu'il y a, des orientations scolaires et professionnelles pas assez concrètes, pas assez impliquées dans le milieu du travail. Il y a des formations qui jamais ne débouchent concrètement parce que même à la sortie, il n'y a pas de séquence d'alternance réelle. Ça débouche aussi sur une offre de formation qui peut se décaler par rapport aux besoins et aux pratiques des employeurs, publics et privés d'ailleurs. Ça ne concerne pas que les entreprises. L'élu municipal que je suis peut témoigner que ça concerne aussi les services publics. Et puis ça se répercute évidemment sur la formation continue parce que quand on ne sait pas former en alternance de manière massive la jeunesse, évidemment on manque de moyens pour former de manière massive des adultes en évolution, en reconversion professionnelle. Donc de ça aussi, je voulais vous parler, vous dire qu'on est conscient de ce que vous portez, de ce que se joue avec vous, et vous encourager, Monsieur le Président, à garder votre optimisme, à combattre la sinistrose, et sur les heures sup ou sur autre chose, sur ce que vous voudrez. Et je l'espère sur le budget de l'État qu'on défend en augmentation pour l'enseignement supérieur et la recherche dans les 5 ans qui viennent, nombreux à la Commission des finances, que vous continuerez à travailler pour l'innovation, pas seulement l'innovation économique, mais aussi l'innovation pédagogique. Merci, bons travaux à vous et bon séjour à Nancy.